Retour vers le futur 2 est aujourd'hui l'une des meilleures suites du cinéma, et sa popularité ne faiblit pas. Le film va plus loin que l'original, repoussant les limites du voyage dans le temps et enrichissant l'univers avec audace. Comme le premier épisode, il regorge de détails cachés. Chaque plan cache des clins d'œil que vous n'avez peut-être jamais remarqués. Si vous avez manqué notre première vidéo sur Retour vers le futur, le lien est en description. Et avant de plonger dans ces secrets, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses ciné. La dernière scène du premier film et l'ouverture du deuxième devaient être rigoureusement identiques. Pourtant, l'équipe a dû tout retourner. La raison ? Claudia Wells, qui jouait Jennifer Parker, fut remplacée par Elizabeth Shue. Le réalisateur a tenté de reproduire la scène plan par plan, mais les spectateurs attentifs remarqueront quelques différences. Des cheveux moins bouclés, un gilet un peu plus jaune et surtout des personnages qui paraissent moins déboussolés que dans la version originale. Dès les premières minutes, Doc Brown porte une chemise bleue et jaune recouverte de petits dessins. En y regardant bien, on distingue des cow-boys poursuivant un train. C'est un clin d'œil direct au troisième film, où l'action se déroule au Far West. Et ce n'est pas tout. Dans Retour vers le futur 3, Doc utilise exactement le même tissu, comme foulard, pour se cacher le visage. Même porté à l'envers, le motif reste reconnaissable. Lorsqu'ils arrivent en 2015, Marty découvre un Hill Valley futuriste et sa fameuse affiche holographique pour les Dents de la Mer 19. Un gag évident adressé à Steven Spielberg. Mais regardez bien le nom du réalisateur indiqué, Max Spielberg. Pas un hasard, c'est le fils aîné de Steven, né en 1985. Dans l'univers du film, il aurait alors 30 ans. Exactement l'âge de son père quand il réalisa le premier Les Dents de la Mer. Un joli clin d'œil familial. Souvenez-vous de Goldie Wilson, simple serveur dans le café de Hill Valley en 1955. Quand Marty lui lance « And one day I'm gonna be somebody », il se prend aussitôt au jeu et réalise ce rêve 30 ans plus tard. That's right, he's gonna be mayor. Mayor! Now that's a good idea! En 2015, c'est son fils, Goldie Wilson II, qui occupe le poste de maire. Et pour couronner le tout, son petit-fils, Goldie Wilson III, apparaît comme égérie de nouvelles technologies. Une véritable saga politique à l'échelle de Hill Valley. L'avez-vous remarqué ? Le bif alternatif de 1985 ressemble étrangement à Donald Trump. Des hôtels tapent à l'œil au casino clinquant, en passant par son ambition politique et sa corruption. La ressemblance est frappante. Le scénariste Bob Gale a confirmé en 2015 que Trump avait bien servi d'inspiration. Un détail qui, des décennies plus tard, prend une saveur assez ironique. Quand Marty empêche son fils de participer à un braquage en 2015, ce n'est plus Marty Jr. qui est arrêté, mais Griff Tannen et sa bande. La une de USA Today en parle, mais les autres titres sont tout aussi croustillants. Une secte terroriste suisse, la princesse Diana devenue reine, un joueur de baseball suspendu pour bras bioniques ou encore un homme tué par les ordures d'une voiture volante. Ces clins d'œil apparaissent à peine à l'écran, mais ils renforcent l'incroyable richesse de l'univers. Au début de la course-poursuite en hoverboard, on peut apercevoir un véhicule futuriste garé sur le côté. Il ne vous dit rien ? C'est pourtant la Star Car de The Last Starfighter, un classique de la science-fiction. Un petit caméo que seuls les fans les plus attentifs reconnaissent. Dans le Café 80, deux clients s'entraînent sur des vélos stationnaires. Cela peut sembler anodin, mais c'est un écho direct au premier film. En 1985, on voyait déjà Marty passer devant le Loose Aerobic Fitness Center, rempli de femmes en juste au corps coloré. Un parallèle subtil qui relie les époques. Dans certaines scènes, Doc Brown porte d'étranges lunettes métalliques rappelant celles du catcheur Bret the Hitman. Problème, elles n'étaient pas fonctionnelles. Résultat, Christopher Lloyd a dû jouer pratiquement à l'aveugle. Si vous regardez bien, on le voit s'appuyer maladroitement sur la DeLorean pour garder l'équilibre et fixer un point totalement à côté de Michael J. Fox. Heureusement, cette cécité involontaire ne dure qu'une quinzaine de secondes, juste avant qu'il ne retire enfin ses lunettes. Dans le Café 80, un petit garçon à casquette verte s'amuse devant un jeu vidéo. C'est en réalité Elijah Wood, bien avant Le Seigneur des Anneaux. Il incarne le Video Game Boy, peu impressionné par Marty qui joue à Wild Gunman. S'exclame-t-il. Pour les enfants du futur, That's like a baby's toy. Une courte apparition qui fait sourire avec le recul. Pour cette scène, l'équipe a dû fabriquer une borne d'arcade Wild Gunman de toutes pièces. En effet, Nintendo n'avait jamais sorti de version en salle de ce jeu, uniquement sur console. Mais le plus malin, c'est que ce duel virtuel annonce celui que Marty affrontera dans l'Ouest sauvage contre Mad Dog Tannen. Une passerelle subtile entre les trois films. En 2015, Marty croise Terry, un vieil homme qui collecte de l'argent pour sauver l'horloge de Hill Valley. Ce personnage est incarné par Charles Fleischer, la voix de Roger Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et pourtant, Fleischer n'avait qu'un peu plus de 30 ans à l'époque. Il a donc été vieilli artificiellement par le maquillage. Encore plus étonnant, il joue déjà un mécanicien nommé Terry en 1955 aux côtés de Biff. Une scène supprimée devait d'ailleurs confirmer que ces deux Terry n'étaient qu'une seule et même personne.
Dans une ruelle du Hill Valley de 2015, on peut voir un tas de laserdiscs jetés à la poubelle. Le message est clair, toute technologie finit par devenir obsolète, et c'était plutôt visionnaire. Le laserdisc, lancé en 1978, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer face au VHS, et sa production s'est arrêtée en 2009. Ironie du sort, aujourd'hui ces disques sont devenus des objets de collection. La boutique d'antiquités où Marty achète l'almanach sportif est remplie de références cachées. On y aperçoit par exemple une veste en jean Guess avec un badge Art and Revolution, une cassette VHS de Les Dents de la Mer, une caméra JVC identique à celle utilisée par Marty dans le premier film pour filmer Doc, et même une peluche de Roger Rabbit. De quoi émerveiller les fans les plus observateurs. Quand Marty retourne en 1985 dans la timeline où Biff règne en maître, il découvre un Hill Valley corrompu et dominé par le Biff Tannen Museum. À l'entrée, on remarque une pancarte absurde. Fumer est obligatoire. Un gag noir qui illustre parfaitement l'autorité tyrannique de Biff. Dans les deux versions du futur, la chirurgie esthétique est omniprésente. Dans la maison des McFly, un panneau publicitaire vante une clinique baptisée Bottoms Up avec une offre 2 pour le prix d'une sur les implants mammaires. Ce détail humoristique prend une tournure sinistre dans la timeline contrôlée par Biff. Lorraine, la mère de Marty, a subi de lourdes opérations après son mariage forcé avec lui. La réaction de Marty résume tout. You're so big. En 2015, on découvre la fille de Marty et Jennifer, Marlene McFly. Mais si son visage vous semble familier, c'est normal. Elle est interprétée par Michael J. Fox lui-même. Un clin d'œil hilarant qui accentue encore plus les ressemblances familiales dans la dynastie McFly. Dans l'univers alternatif de 1985, on apprend que Biff n'a pas toujours eu Dieu que pour Lorraine. Une vidéo projetée dans son musée dévoile qu'il aurait fréquenté de véritables icônes d'Hollywood comme Jane Mansfield et Marilyn Monroe. Un détail qui rend son personnage encore plus mégalo et grotesque. Moment tragique, Marty découvre que son père George a été assassiné en 1973 par Biff. Les dates gravées sur sa pierre tombale ne sont pas anodines. George est né un 1er avril, le jour des farces, ce qui colle parfaitement à son côté maladroit et timide. Quant à sa mort, le 15 mars, elle correspond au Hit de mars, date historique de l'assassinat de Jules César. Une symbolique forte qui évoque trahison et complot. Dans le musée de Biff, on aperçoit une photo de son ancêtre du Far West, Mad Dog Tannen. Pourtant, si vous comparez avec Retour vers le futur 3, le visage n'est pas le même. Normal, à l'époque du tournage du deuxième film, le design final du personnage n'était pas encore défini. Un petit écart de continuité qui amuse les fans attentifs. L'une des scènes les plus spectaculaires du film est sans doute celle où Marty saute du toit du casino de Biff. On le croit perdu, mais Doc surgit avec la DeLorean pour le sauver à la dernière seconde. Derrière la magie du cinéma se cache un petit trucage. Une réplique plus légère de la voiture avait été construite en fibre de verre et suspendue à des câbles. En regardant attentivement, on distingue même un fil au-dessus de la portière gauche. Pour différencier Marty Jr. et Griff de leurs aînés, Robert Zemeckis ne s'est pas contenté de changer coiffures et costumes. Il a aussi modifié la couleur de leurs yeux, marron pour la nouvelle génération, bleu pour leur père. Un détail subtil mais efficace pour aider le spectateur à s'y retrouver dans cette galerie de doubles. Dans la version dystopique de 1985, un journal révèle que Doc Brown a été interné en hôpital psychiatrique. Mais ce n'est pas le seul choc. Une annonce que Richard Nixon est toujours président des États-Unis et qu'il entame un 5e mandat. Le sous-titre promet même qu'il mettra fin à la guerre du Vietnam avant 1985. Dans notre réalité, Nixon avait démissionné dès 1974 et la guerre s'était achevée l'année suivante. Une véritable uchronie cauchemardesque. Dans le Pantouz de Biff, 2 cassettes VHS attirent l'œil, Black Taboo et Playing with Fire. Ce ne sont pas des titres inventés, mais de véritables films au contenu volontairement provocateur. Leur présence ajoute une touche malsaine à l'univers du personnage et fait écho au premier épisode, où l'histoire jouait déjà avec un malaise familial sous-jacent entre Lorraine et Marty. Jennifer n'est pas la seule à avoir été remplacée dans cette suite. Crispin Glover, l'interprète de George McFly dans le premier film, refusa de revenir à cause d'un désaccord sur son salaire et le scénario. Robert Zemeckis engagea alors Jeffrey Weissman pour tourner de nouvelles scènes et les combina avec d'anciennes prises de vue de Glover. Mais voilà, ces images furent utilisées sans son autorisation. Résultat, Glover porta plainte contre les producteurs et gagna son procès. Une affaire qui fit date à Hollywood. Dans la version futuriste de la DeLorean, la plaque d'immatriculation classique a disparu, remplacée par un simple code barre. Logique. En 2015, les autorités n'ont qu'à scanner pour identifier la voiture. Sous ce code, une suite de chiffres intrigue les fans. 136113966. Contrairement à beaucoup d'éléments de la saga, personne n'a encore trouvé de signification claire à cette séquence. Peut-être avez-vous une théorie? Dites-le en commentaire. Vous l'aurez compris, Retour vers le futur 2 est un véritable coffre au trésor rempli de détails cachés et de clins d'œil fascinants.
Plus de 30 ans après sa sortie, le film continue d'émerveiller grâce à son mélange unique d'humour, d'action et de science-fiction, mais surtout grâce à son incroyable souci du détail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter Retour vers le futur. Et si vous êtes nombreux à le demander, on consacrera une vidéo entière au 3e épisode. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles explorations ciné.